Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de la FAUV, la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Avec ce podcast, notre objectif est simple, donner la parole aux associations, aux utilisateurs, décrypter l'actualité de l'électromobilité et surtout partager les expériences concrètes sur le terrain. Pour ce pilote, on va faire connaissance avec quelques figures de la fédération, revenir sur les temps forts de l'été et parler d'initiatives marquantes. Alors installez-vous, bouclez votre ceinture et c'est parti pour quelques kilomètres ensemble. Pour commencer, je vais vous proposer un petit tour de table. Chacun va se présenter rapidement, votre rôle dans la fédération, dans les associations et éventuellement votre parcours électrique. Aujourd'hui, nous avons Pascal Hureau, président de la FAUV. Je te laisse te présenter, Pascal. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis président de la fédération depuis 2023 et j'ai également comme rôle, c'était mon rôle initial, le fait de représenter l'une de nos plus grosses associations membres qui est le Tesla Owners Club en France, avec évidemment la possibilité d'articuler tout cela tous ensemble avec toutes les associations membres. Merci Pascal. José Ramos, président de Bourgogne VE. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis José Ramos. Je suis basé à Montchanin en Bourgogne. Et donc, j'ai co-créé il y a plus de 3 ans l'association Bourgogne VE, qui est, je pense, une association très active au sein des électromobilistes en France, qui organise notamment des événements sur circuit, des rallyes touristiques et des journées un petit peu conférences sur le sujet de la transition énergétique et de la mobilité électrique. Et enfin, Sébastien Gall, président e-France Café. Bonjour, merci Christophe, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous et avec nos auditeurs. Sébastien, moi j'ai créé le l'IF France Café qui est devenu e-France Café il y a environ 10 ans. Donc là on fête notre 10e année, ça fait 12 ans que je roule en véhicule électrique, j'ai commencé en LIF, vous vous en doutez. Voilà, et ma fonction c'est d'être président de l'association qui a organisé nombre de rencontres, des dizaines et des dizaines, donc je ne vais pas tout commenter. Voilà, l'idée c'était d'organiser une entraide entre possesseurs de Nissan Leaf au début, puis après plus largement entre électromobilistes. Alors je disais enfin, mais j'allais m'oublier. Donc moi, Christophe Debonne, je suis alors en plus de vice-président de la FAUV, j'ai créé la FUV, l'association francilienne pour l'usage du véhicule électrique, donc association régionale Île-de-France depuis 2023. Donc on organise quelques événements, mais on est surtout destiné à aller parler, j'allais dire, aux politiques de l'Île-de-France et à certains partenaires publics et privés, donc des syndicats d'énergie notamment. Donc on est aujourd'hui en septembre, au début septembre, on sort à peine de l'été et je suis sûr que chacun d'entre vous a une petite anecdote à nous partager, un trajet marquant, une recharge improbable, une galère, ou alors une belle découverte même. Qui veut commencer? José? Oui, tout à fait. Donc, on en parlera plus tard, mais j'ai eu l'occasion de passer une journée complète sur une aire d'autoroute au-dessus de Dijon. Et donc, j'ai vu passer des dizaines et des dizaines de véhicules électriques, souvent des Belges et des Hollandais, donc qui traversaient la France pour revenir de leurs vacances. Et j'ai croisé la route donc d'une grande famille de 5 personnes en Renault Scénic e-tech et qui tractait une caravane. Du coup, j'étais assez surpris, il faisait très chaud. Et je lui ai posé beaucoup de questions sur son organisation. La personne avait vraiment traversé la France et elle me disait qu'il n'y avait vraiment aucun problème. Elle faisait une recharge toutes les 2 heures ou toutes les 1h50 et il n'y avait aucun problème. Donc là, c'était vraiment un jour de chassé-croisé. Donc il y avait parfois quelques minutes d'attente. Mais à part ça, vraiment aucun sujet. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de me dire qu'on avait un véhicule made in France qui finalement permettait de traverser la France sereinement, en plus en tractant une caravane assez imposante. Alors justement, ils n'avaient pas de problème particulier sur les stations de recharge? Alors, le seul petit souci, c'est qu'il fallait parfois enlever la caravane, il fallait la dételer et la stationner à côté. Donc, mais bon, ils avaient l'air d'avoir le coup de main et ça prenait 1 à 2 minutes à chaque fois, pas plus. Mais effectivement, ils étaient contents quand ils tombaient sur une station qui était, on va dire, un peu plus traversante, qui permettait de charger sans être obligé d'enlever la caravane. Très bien. Seb? Oui, c'est marrant que tu parles de caravane parce que justement, c'est l'anecdote que j'ai choisie. Parce que découverte, galère, découverte
plus trop, quoi. Galère non plus quand tu as 10 ans d'expérience, même plus en voiture électrique. Par contre, cette année, je suis parti en caravane. Donc, j'ai une MG4 qui peut tracter jusqu'à 500 kg. Donc, c'est pas beaucoup. Vous imaginez bien que j'ai galéré pour trouver une caravane. Et j'ai jeté mon dévolu sur une caravane pliante. C'est une vieille caravane pliante, donc qui rentre dans les moins de 500. Et je suis parti pas très loin, donc j'ai pas eu besoin de recharger. J'ai déjà tracté, puis oui, c'est un petit peu embêtant, on est obligé de dételer la plupart du temps pour recharger. Moi, je suis parti dans le Vercors, on va dire à un peu plus de 150 km de chez moi, donc pas de souci de ce côté-là. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'arrivé dans le camping, en fait, on déplie la caravane, on va pour la brancher, et là, je me rends compte que j'ai pas l'adaptateur P17. Vous savez, ces prises bleues, la ronde que les campings ont. Donc ça, avant, j'en avais toujours un dans ma Nissan Leaf au tout début parce que je pouvais me brancher sur des prises P17 des fois en dépannage. Donc là, je l'ai pas. Donc on a dit, bah tant pis, on a le V2L sur la voiture, donc on va brancher la caravane directement sur la voiture. À l'intérieur de la caravane, on avait juste besoin de la lumière et un petit frigo. Donc voilà, puis brancher nos téléphones portables, enfin des choses comme ça. Donc on a fait comme ça, puis ça m'a permis de tester, voir combien je perdais un petit peu de batterie dans la nuit. Voilà, on a rechargé la voiture, du coup, pas sur la prise du camping, borne du réseau e-borne. Le gars, je lui dis, c'est bon, je prends pas l'option prise électrique, et j'ai pas besoin, je me branche sur ma voiture. Et donc là, le gars, il me regarde, interloqué, il comprend pas ce que. Je dis, bah ouais, ma voiture, c'est un générateur, si vous voulez. Donc j'ai branché ma caravane sur ma voiture. Il comprenait pas. Je pense qu'il est allé voir discrètement pour être sûr que j'avais pas branché ma caravane sur le courant. Voilà, donc j'avais une batterie EcoFlow, une petite batterie nomade que je mettais dans la caravane et en fait qui prenait le relais quand je débranchais la voiture pour aller se balader dans la journée puisqu'on allait quand même faire un peu du tourisme. Et le soir, je revenais brancher ma voiture sur la caravane. La batterie EcoFlow à l'intérieur de la caravane rechargeait aussi, elle en profitait pour recharger la nuit pour pouvoir alimenter le frigo dans la journée. Donc voilà, on va dire que ça, c'est ma découverte de l'été. C'est la nouvelle fonction V2L, comme on appelle ça, véhicule tout l'eau moderne. Et point de vue consommation, justement, c'est quoi ton retour là-dessus de la consommation de ta caravane sur la voiture? J'entends combien de pourcents à peu près, combien de kilowattheures par jour, on va dire, tu pouvais perdre? Et en fait, j'étais étonné, mais le frigo, c'est un petit frigo de camping, donc un peu plus gros qu'une glacière, et il consommait vraiment pas grand-chose. Je dirais, je sais pas combien de watts, j'ai plus en tête, mais je le voyais sur la batterie EcoFlow. Donc la batterie EcoFlow qui faisait pas tenir toute la journée. Donc on va dire que mon frigo, il devait consommer 300 watts, on va dire peut-être. Donc 300 Wh donc, par heure, donc forcément la batterie ou un peu moins, je sais plus. Mais la voiture, par contre, elle perdait 6 à 7% par nuit. Donc c'était largement acceptable. 6 ou 7% de ma batterie, je me branchais à 70. Le matin, je vérifiais, j'étais à 63, 64. Voilà, tranquille. Très bien. Pascal, tu as bougé un peu? Oui, j'ai beaucoup bougé. J'ai été en Suisse et en Italie avec à peu près 2200 km réalisés en 3 semaines. Alors évidemment, pas tous les jours, hein, avec des déplacements qui étaient plutôt pour y aller sur place et puis pour en revenir, avec à peu près 12 arrêts de recharge rapide d'environ 30 minutes, donc vraiment aucun problème, aucun souci. Je dirais que la seule chose à bien faire attention quand on voyage dans d'autres pays que la France, c'est de se prémunir par rapport aux cartes de recharge qui peuvent être différentes. On en parlera par rapport aux étrangers qui viennent en France, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Par exemple, avec la chance d'avoir une Tesla, évidemment, les superchargeurs sont tout à fait disponibles. Je rappelle qu'on peut aussi aller sur des superchargeurs Tesla si on n'a pas une Tesla. Et le réseau des superchargeurs Tesla est vraiment un atout fantastique pour voyager à l'étranger, parce que comme ça, vous évitez d'avoir besoin de cartes spécifiques qui sont liées au pays. Par exemple, en Suisse, on a Swiss Charge, on a Plug and Roll dans la région où j'étais. Quand je suis passé en Italie, je me suis même arrêté avec la nécessité de télécharger une application Wallbox pour arriver à charger en charge lente pendant un repas. Mais globalement, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que il y a bien sûr d'un côté les plug and charge très faciles, comme les superchargeurs Tesla, et puis de l'autre, il y a les applications, et il faut un petit peu anticiper par rapport à l'endroit où on se trouve.
Oui, effectivement, tu le rappelais, hein, l'avantage du réseau Tesla, c'est justement de ne pas se soucier et de même pas planifier, en fait. Il n'y a vraiment aucun souci, surtout quand on roule en Tesla. Pour ma part, je roule également en Tesla, je l'ai pas dit tout à l'heure, donc Tesla Model 3 Standard Range, donc une petite batterie 50 kWh, puisque ce sont les premières standards. Et pourtant, c'était, alors je prends l'été un peu au sens large, hein, du 1er juillet au 31 août, j'ai totalisé un peu plus de 7500 km pour aller dans le sud, pour aller en Bretagne, pour aller en Savoie également. Donc voilà, globalement, aucun problème là-dessus. Alors c'est marrant parce que José et Seb, vous parliez d'attelage, et ben j'ai justement innové cette fois-ci en prenant ma remorque là pour emmener des vélos. C'était plus pratique. Pareil, hein, alors j'ai évité de dételer à chaque fois. Je me suis permis de prendre plusieurs places parce qu'il y avait de la place justement. J'étais toujours un peu à l'affût de voir si la station se remplissait pour bouger le plus vite possible si je devais être amené à gêner, mais ça s'est jamais produit. Donc voilà, donc du coup j'ai pu toujours recharger sans dételer. Alors j'ai pas fait les 7500 km avec la remorque, hein, mais j'ai fait à peu près 2000 km avec la remorque. Une seule petite épingle, on va dire, de cette expérience sur une borne en Savoie, justement, une borne hors des grands réseaux, on va dire, d'un syndicat qui malheureusement j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Bon, j'avais pas spécialement besoin à tout prix de recharger, je pouvais encore continuer, mais bon, c'est dommage d'avoir un peu d'expérience et de tomber sur une borne qui nous donne du fil à retordre. Pour dire que ça peut arriver et qu'il faut quand même préconiser les opérateurs sur lesquels le risque est vraiment minime. Donc une bonne transition pour faire le lien avec l'opération Gilet bleu de la Fauve. Pascal, je vais te laisser la parole pour nous en parler. Oui, tout à fait. Donc, pour vraiment informer nos auditeurs sur cette opération, c'était la première année que nous avons pu accompagner un certain nombre d'électromobilistes sur les aires d'autoroute pendant tous les week-ends de juillet et d'août, avec la véritable valeur ajoutée que nous étions présents physiquement avec des utilisateurs qui parfois avaient besoin d'un humain et non pas simplement d'un écran en face d'eux. Alors je vais commencer par quelques chiffres pour vous donner un peu la mesure de la chose. On est intervenu sur 33 aires différentes entre la région Île-de-France, la Bourgogne, la vallée du Rhône, le sud-ouest. Nous avons pu avoir 35 membres à peu près impliqués sur les 60 qui étaient volontaires a priori selon les régions. Et cela a représenté 240 animations, c'est-à-dire en général 4 à 5 heures en moyenne d'animation sur des aires d'autoroute à des heures de vraiment grand passage. Le grand passage, la pointe étant souvent entre 11 heures et 14-15 heures. Nous avons calculé que ça avait représenté 1200 heures de présence, d'accompagnement, à peu près 11 000 personnes rencontrées. Et puis des rencontres finalement très sympathiques, des gens qui nous offraient même un café parfois pour les avoir accompagnés. Une petite anecdote, un conducteur de Rolls-Royce Spectre qui m'a donné 20 € pour que je vérifie que personne ne lui raille sa carrosserie. Voilà, donc des petites choses comme ça, des rencontres tout à fait étonnantes parfois. Des gens qui ont loué un véhicule le matin, puis qui ne savent même pas où est le port de charge. D'autres qui s'imaginent en Zoé sans port de recharge rapide, pouvoir traverser la France très très rapidement. Alors là, il faut vraiment les accompagner pour pouvoir faire en sorte de leur réserver la place avec la banquerie standard, hein, en général disponible, et puis de pouvoir justement éviter que s'y mette quelqu'un d'autre à la place qui n'en aurait pas besoin. Voilà, alors quelques constats. Bon, déjà, les rôles importants que nous avions à jouer, c'était d'aider les véhicules à accéder aux différentes places de recharge, accéder aux points de charge adaptés. Ça veut dire pas trop loin du câble, qui n'est parfois pas très long, de pouvoir se mettre dans le bon sens par rapport au port de charge, et puis de pouvoir accueillir vraiment les personnes avec le sourire. Et puis les aider à comprendre les interfaces parfois difficiles que nous trouvons sur les bornes. L'ordre, par exemple, des opérations entre se brancher d'abord ou payer d'abord, ou s'authentifier d'abord puis brancher. Et selon les différentes marques de bornes,
eh bien, il y a un peu de confusion. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une amélioration de ce point de vue-là de la part des constructeurs. Mais surtout, notre présence se révèle utile pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude. Et puis, troisième rôle important, c'est de savoir utiliser les bons moyens de paiement. Alors, on voit l'apparition de terminals de paiement électronique de plus en plus, mais on a quand même la plupart du temps soit l'application sur le téléphone que les gens ont déjà, soit un badge, et c'est le badge RFID qui est véritablement, je dirais, apprécié et préféré par la plupart des utilisateurs. Quand on a un badge RFID, en plus, les bornes authentifient très vite, très facilement, et on n'a pas trop de problèmes. Alors que sur les terminaux de paiement électronique, parfois, ça a un petit peu de mal, notamment si on a des personnes de différents pays qui voient leur carte Visa, par exemple, pas tout à fait reconnue sur certains TPE. Et puis finalement, on a contribué à ce que les personnes connaissent mieux leur véhicule électrique. Ça, c'est un rôle important, c'est la transmission des bonnes pratiques, le fait de pouvoir se dire « Ah oui, pourquoi faut-il recharger seulement jusqu'à 80% » Pourquoi c'est si difficile à faire comprendre d'ailleurs à certains qui considèrent qu'ils viennent prendre leur repas et puis la voiture, elle recharge et ils ne regardent pas l'état de la charge. En fait, ils connaissent mal leur véhicule électrique dans le détail. Ils ne se rendent pas compte qu'on a beaucoup plus intérêt à faire des sauts de puce entre 20 et 80%, plutôt que de perdre du temps, et de faire perdre du temps d'ailleurs aux autres dans les files d'attente, lorsque l'on veut rester très longtemps sur la place de recharge. Alors, dans les constats, bien entendu, il y a cet aspect-là. Le fait que les personnes ne connaissent pas tous leur véhicule électrique. Et c'est vrai que nous avons un rôle important pour pouvoir faire cette information, cette pédagogie, et puis aider à ce que la saturation parfois dans les heures de pointe soit résolue. C'est tout simplement aussi conseiller les différents électromobilistes pour ne pas tous s'arrêter entre 11h et 14h, peut-être parfois décaler l'heure du repas. Parfois se dire oui, je vais choisir à l'avance dans le navigateur les aires de service où il y a beaucoup de bornes, éviter celles où il n'y en a que 4 ou 5 par exemple, qui sont plus souvent saturées que celles où il y en a 10, 12 ou plus. Cela évite les files d'attente, cela évite les conflits éventuels entre les électromobilistes, et puis finalement tout s'est bien passé parce qu'on peut dire que la rapidité, il faut savoir que 100% des aires de service en France possèdent des bornes de recharge très rapides. Cela permet une rotation finalement assez rapide des recharges qui font que les files d'attente ne dépassent pas en général 5-10 minutes. Les problèmes techniques surmontés dépendent beaucoup finalement du nombre de points de charge, et quand il y en a suffisamment qui fonctionnent, même s'il y en a un ou deux qui peuvent poser problème de temps en temps, et on voit que les électromobilistes ne sont pas trop inquiets là-dessus, de même qu'ils ne sont pas très sensibles au prix de la recharge. On voit un prix assez homogène sur les autoroutes de l'ordre de 60 centimes le kilowattheure, et finalement, soit on a des personnes qui ont un véhicule de fonction, de société, très souvent utilisé pour partir en vacances, et donc c'est la société qui paye la recharge, ou alors très souvent ils distinguent leur carte de paiement pour justement ne pas utiliser la carte de paiement de l'entreprise et utiliser la leur, la carte personnelle. Mais finalement, non, compte tenu de la fréquence de ces voyages, ce n'est pas quand même tous les jours qu'on va sur autoroute, ils sont assez peu sensibles au prix qui est quand même relativement élevé. Donc ça se passe bien, une très bonne occasion de rencontrer beaucoup de gens sympathiques, et puis des attentes qui sont toujours un peu les mêmes. Il faut que la recharge ce soit vraiment très simple, il faut que cela fonctionne bien sur la borne sans qu'on ait 5 minutes à comprendre comment s'en servir. Il faut que la borne soit disponible, évidemment, qu'elle soit rapide. C'est maintenant l'avantage d'avoir des bornes 300 kW la plupart du temps. Il faut qu'elle soit fiable, bien entendu. Cette borne, il faut qu'elle fonctionne bien, que le port de charge soit réparé si jamais il a été en panne ou si jamais il a été détérioré. On a vu, mais ça a été heureusement très rare cet été, quelques vols de câbles sur certaines aires dans le sud de la France. On n'a pas vu ça sur l'ensemble du territoire, heureusement, et on espère que cela ne va pas se poursuivre dans le futur.
Et puis, les prix, il n'y a pas simplement le niveau de prix auquel on est plus ou moins sensible, il y a le fait que les prix doivent être transparents, qu'ils soient par exemple affichés en amont des aires, ce serait encore un progrès plus important. Vous avez sans doute constaté que souvent 20 km avant, 10 km avant, on a les prix au litre du diesel ou de l'essence. Eh bien, ce serait pas mal si on avait les prix du kilowattheure pour sensibiliser les différents automobilistes sur le fait que ça coûte moins cher d'être en électrique de toute façon. Alors, dans les améliorations que les gens attendent, c'est évidemment la possibilité d'avoir tout cela. Et puis, ça se passe bien finalement. Il y a une petite anecdote que je voudrais aussi évoquer pour peut-être terminer sur cette présentation-là. C'est le fait que la première fois, et là il y a une évolution intéressante cette année, en 2025, c'est la première fois qu'on voit des curieux qui sont en thermique, qui ont véhicule thermique, qui sont sous diesel, et puis qui viennent nous voir. Alors pendant que eux sont en train de faire peut-être autre chose et d'attendre, ils s'approchent des bornes, ils regardent comment ça fonctionne, ils voient qu'il y en a beaucoup, et puis parfois ils posent des questions. En fait, il y a un intérêt grandissant pour le véhicule électrique, et ça c'est quand même tout à fait positif. Je n'avais pas constaté la même chose l'an dernier, en 2024. On peut peut-être échanger quelques minutes de plus autour de la table, si certains de mes collègues ont quelque chose à ajouter, sans être peut-être trop long par rapport à notre plan de travail cette journée. Oui, effectivement, Pascal, c'était très intéressant là, ce retour sur les gilets bleus. Tu l'as très bien souligné. Effectivement, on a pu remarquer un peu plus d'affluence que l'année passée sur les bornes de recharge. Preuve en est que le marché de l'électrique progresse quand même, malgré ce qu'on peut entendre. Les 80%, point très intéressant, puisque c'est aussi une des choses qu'on a remarqué, c'est que finalement, c'est pas forcément tout le temps respecté. Et malheureusement, ça peut créer de l'attente. Notamment sur des petites stations. Voilà, donc, et on était là aussi pour faire remonter aux opérateurs que certaines de leurs stations sont devenues un peu petites et qu'il serait temps de les faire grandir. Sébastien, José, vous avez quelques retours de votre côté? Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte que effectivement un des problèmes, ça va être la fameuse limite à 80%. Et je me rends compte que une des problématiques peut-être pour le futur, ça va être que les véhicules rechargent de plus en plus vite. Et on se rend compte que sur autoroute, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent entre 11h et 14h30, 15h dans l'objectif de manger. Et ces personnes-là n'ont pas forcément le réflexe de contrôler le niveau de charge de la voiture. Et je me suis retrouvé plusieurs fois avec des personnes qui étaient à 100%, pas parce qu'elles voulaient mal faire, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient juste pas eu le temps de manger et n'avaient pas eu le réflexe de regarder sur leur application. Et ça, pour moi, ça va être un des défis, on va dire, de l'avenir, puisque les véhicules, on le sait, vont dorénavant recharger entre 20 et 30 minutes, par exemple. Et du coup, pour ces personnes-là, il faudra effectivement faire l'effort de revenir et d'enlever le véhicule. C'est clair que manger en moins de 20 minutes, c'est presque mission impossible, notamment sur des aires d'autoroute surchargées. Voilà. Une autre solution, c'est sans doute de demander aux opérateurs de recharge de facturer beaucoup plus cher après l'atteinte des 80%. À partir du moment où ils paieront plus cher, ils se dépêcheront peut-être de revenir à la voiture. Oui, la queue aux toilettes, ils font la queue au restaurant. Voilà. Dans le tas, il y en a qui ne doivent pas faire exprès de. Ça m'est arrivé aussi, moi-même, personnellement, avec la MG4, pas avec la Kia qui ne charge pas très vite, mais d'être déjà à 80% et consulter mon téléphone et de dire purée, mais j'ai encore pas fini mon café ou je sais pas quoi. Et voilà. Et du coup, de laisser filer jusqu'à 90 parce que c'est pas un moment où il y a trop d'attente et tout ça, que les bornes sont libres, quoi. Mais les voitures chargent tellement vite et il y a tellement de monde à la station que c'est vrai, on peut se faire piéger. Ouais. J'en ai vu aussi qui mettaient une limite à 80% sur leur voiture. Et par contre, du coup, la voiture avait fini de charger, mais ils venaient pas la bouger. Donc, oui, du coup, c'est un peu dommage pour eux, mais ils ont perdu quelques pourcents potentiellement. Ouais, ils ont gêné aussi. Et ils ont gêné. Ouais. Moi, si je peux me permettre en allant vite, ce qui a bien marché, je trouve qu'on a évité les tensions. Je pense qu'on est quand même pas mal là pour ça, faire un petit peu de médiation entre guillemets. Les gens sont contents de nous voir pour parfois, entre guillemets, chasser un thermique qui squatte, les aider à lancer la charge, etc. Donc, grosso modo, moi, j'ai pas eu trop de
de bornes qui n'ont pas du tout réussi à fonctionner, de gens qui se sont engueulés ou de choses comme ça. Voilà, donc ça a globalement bien marché, l'infrastructure. Ce qu'il faudrait améliorer, peut-être, c'est l'information des gens, hein. Vous en avez parlé, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé avant. Je crois que c'est Pascal. Informer du tarif, peut-être aussi informer, comme dans les parkings, là, quand c'est complet, que les gens sachent que c'est complet avant de rentrer dans l'air ou quand ils rentrent sur l'aire d'autoroute. Informer, éduquer les gens, parce qu'on est encore obligé de les éduquer. Nous, quand on partait, on préparait le truc, quoi. On préparait le trajet, quoi. Limite, on avait notre carte, on savait qu'on s'arrêtait à telle borne, que si elle ne marchait pas, on allait à tel endroit, etc. On avait plusieurs badges. Là, on a l'impression qu'ils y vont à l'aventure, quoi. C'est-à-dire, ils s'arrêtent. Vous avez un badge? Non. J'ai juste une carte bancaire, je sais pas quoi. Putain, mais euh, non, mais c'est vrai, on dirait, on dit, ils y vont confiants, quoi. Je veux dire. Bon, donc faut pas être encore trop confiant. Je pense qu'en 2025, ça demande de préparer encore un tout petit peu plus que quand tu prends une voiture à essence et tu dis, ouais, mais c'est vrai qu'on ça clignote. Voilà. Et le nombre de points de charge, pour finir, excuse-moi, j'ai envie de dire, faut quand même prévoir, faut quand même un peu les augmenter. À part le réseau Tesla qui a vraiment surdimensionné, c'est peut-être embêtant, c'est peut-être des infrastructures en trop, mais il faut surdimensionner pour tout le temps pour que faut s'adapter en fait à la capacité max. Alors évidemment, ça fait des grosses investissements peut-être, ça fait que tu as des stations qui sont complètement sous-utilisées les 3/4 du temps. Mais voilà, c'est ça, ou alors être capable d'avoir des stations à géométrie variable qui peuvent passer de 5 bornes à un moment à 20 de l'autre. Mais bon, voilà. On l'a vu sur certaines aires où Vinci avait mis des bornes sur palette, des bornes provisoires, mais voilà, c'est dans le chapitre des améliorations. Et les toits, je ne parle pas des toitures, mais bon, les toitures, merci, quoi. En plein cagnard, des bornes à 50 degrés, je crois. Faut peut-être qu'on en parle quand même des toitures. Oui, on protège les thermiques qui font leur plein en 2 minutes, mais par contre, ceux qui restent 20 minutes, on ne les protège pas. Ouais. Non, sur la densité du réseau, il faut quand même souligner que maintenant, toutes les aires, toutes les stations d'autoroute sont équipées de bornes de recharge. Il y a même les aires de repos qui commencent à s'équiper. Donc, globalement, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de préparer? Moi, je pense pas. Potentiellement, à chaque aire, on peut recharger. Après, effectivement, il faut privilégier les stations les plus grandes possibles, puisque forcément, quand on a 15 bornes disponibles, le turnover est plus grand que quand il y en a que 5. Voilà. Et puis, effectivement, les gens peut-être que vont à force abandonner les réseaux qui ont des trop petites stations. Donc ça, c'est une petite alerte aux opérateurs. Attention, faites grandir vos stations si vous voulez pas que les gens les délaissent. Oui, on ne va pas citer de noms particulièrement, mais Christophe, il faut quand même rappeler qu'il faut distinguer ceux qui sont un peu les spécialistes de la recharge électrique dans les différents opérateurs de recharge, et puis ceux qui viennent finalement de l'industrie pétrolière et puis qui créent maintenant des filiales pour créer de la recharge pour véhicules électriques. Il y a vraiment les deux catégories. C'est vrai que des gens comme Zunder ou Electra ont une petite longueur d'avance. Les gens comme Unity ont été les précurseurs et maintenant se retrouvent avec des bornes un peu plus vieillissantes. On trouve des nouveaux opérateurs. Tu as cité effectivement les aires de repos avec BP Pulse qui s'est installé sur certaines aires de repos. Et puis les Avia Volt, les SPI Evadea, les Shell Recharge. Donc on a travaillé pour tous ces différents opérateurs cet été. Et puis évidemment avec Vinci Autoroute, un peu pour la plupart des aires où il y avait des bornes Unity. Voilà, j'ai un peu oublié de le dire tout à l'heure dans la présentation, mais c'est vrai que nous avons travaillé avec beaucoup de gens différents et on est donc maintenant aussi devenu un peu expert pour voir les différences qu'il y a, aussi bien dans la qualité des bornes, des points de charge, que dans la signalétique ou le fait d'avoir ajouté un seau et puis une raclette pour le pare-brise. C'était une demande de la part des électromobilistes d'avoir des services. Alors il y a ça, il y a le toit photovoltaïque, on en a parlé, même s'il n'est pas photovoltaïque, au moins pour nous abriter du soleil ou de la pluie. Il y a la bonne signalétique au sol aussi, qui est assez inégale selon les opérateurs. Il y a la transparence sur les prix, la façon dont les prix sont visibles, etc. Donc, demande de service, demande de facilité, de bonne visibilité de tout ça, ça va faciliter les choses, je pense, pour l'année prochaine. Oui,
On espère, et on espère également pouvoir retravailler encore avec les opérateurs l'année prochaine, voire même avant pour les prochaines vacances. Voilà, faut quand même souligner, au sein de la Fauve, on a des experts. Alors, à la fois des gens qui ont de l'expérience, Sébastien citait, il y en a qui ont plus de 10 ans d'expérience en voiture électrique, qui ont déjà parcouru la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, et voire plus que ça, l'Europe, etc. Et puis l'expertise aussi sur la recharge, effectivement, pour pouvoir accompagner les électromobilistes qui sont de plus en plus nombreux à chaque fois et qui ont besoin d'accompagnement. C'est pas un changement anodin de passer du thermique à l'électrique, donc il faut être accompagné, c'est normal. Je vous propose qu'on passe au prochain point. Donc dans ce podcast, on veut aussi prendre le temps de parler d'actualité, de l'actualité autour de la mobilité électrique. Et pour ce tout premier épisode, je vous propose de revenir sur quelques faits marquants de l'été. Alors ça peut être une nouveauté constructeur, une décision politique, un débat dans les médias, ou encore une évolution côté borne de recharge par exemple. Chacun autour de la table, je vous propose de choisir une actualité qui vous a marqué, nous dire pourquoi elle vous a marqué et ce que ça va changer pour les utilisateurs. On commence par José. Oui, merci Christophe. Donc moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué dans la dernière semaine, on va dire. C'est la sortie des deux SUV des marques BMW et Mercedes, qui en fait avaient besoin, on va dire, ces marques avaient besoin de mise à jour. Donc ça avait été fait pour Mercedes avec la CLA. Et là, du coup, les deux véhicules, donc c'est le iX3 et le GLC électrique, donc qui ont été annoncés avec leurs caractéristiques. Et je trouve assez intéressant de se dire que ça y est, nos constructeurs européens, certes, ne sont pas parfaits. Il y a encore beaucoup à faire et ils sont peut-être pas au niveau de certains autres. Mais par contre, on arrive sur des technologies de batterie, de vitesse de recharge et du coup d'autonomie qui sont vraiment très compétitives et qui vont faire que, on va dire, à partir d'aujourd'hui, ces véhicules, donc qui sont, là je cite deux relativement gros SUV, ces véhicules n'ont rien à enlever, rien à envier à leur équivalent thermique. Et je pense que ça, c'était quelque chose qu'on attendait encore, parce que effectivement, si on voulait un véhicule de haut standing confortable, et surtout si ce véhicule était européen, il fallait encore avoir des vitesses de recharge assez légères, et on allait pouvoir perdre du temps et de l'agrément par rapport à un équivalent thermique. Aujourd'hui, notamment avec ces deux sorties qui ont été annoncées il y a quelques jours, je pense que c'est plus le cas. Et je pense que, on va dire, la grande majorité des véhicules électriques qui seront annoncés dans les prochains mois seront finalement largement supérieurs en termes d'agrément au quotidien par rapport à leurs équivalents thermiques. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment à noter. Il faudra juste maintenant que, notamment en Europe, on maille un petit peu plus sur la recharge qu'on peut appeler ultra rapide, qui va servir à ces véhicules qui vont parcourir beaucoup de kilomètres et éventuellement qui vont peut-être servir aussi à la flotte de camions qui vont avoir, j'imagine, besoin d'une recharge à partir de 350 ou 400 kW. Sébastien ? Oui, alors moi, j'ai noté comme actu on va dire plutôt une absence d'actu. Non, c'est pas vraiment ça, mais si vous vous souvenez, l'an passé, il y avait eu des reportages vraiment qui nous avaient énervés sur la voiture électrique, des reportages à charge avec des pseudo-journalistes qui prenaient des véhicules et puis qui partaient sans cap dans le coffre ou je ne sais quoi, sans badge de recharge, qui s'arrêtaient sur les mauvaises bornes et au final, ils ont déduisé que la voiture électrique, c'était vraiment pas ça, c'était pas au point. Et cette année, j'ai pas vu ça. Je trouve qu'il y a une nette amélioration dans les médias de la part des journalistes auto déjà qui savent un peu mieux de quoi ils parlent, qui sont un peu plus objectifs. Il y a eu un reportage d'M6 qui était très bien. Je sais plus, j'ai pas noté exactement à quelle période, mais je me souviens qu'il avait parlé des arrêts sur autoroute, des stations. Et bon, il y avait des points négatifs et des points positifs, mais c'était objectif quoi. Hein. Et il y a une famille qui a été suivie et ils n'ont pas pris un mec qui devait faire Périgueux, Strasbourg en Zoé pour une fois. C'était une famille qui partait pour la première fois en voiture électrique. Bon, ils avaient un modèle Y. Ils avaient prévu de faire 3 arrêts, si je me souviens bien. C'est le planificateur Tesla qui avait prévu ça.
Il faisait une distance assez grande, hein, je ne sais plus, Ouais, Amiens, il faisait 1000, Cap d'Agde. Ouais, 1000 km, ouais, plus de 1000 km, je crois, ouais, ouais, effectivement. vraiment, c'était la France du nord au sud. Et il roulait toute la nuit et tout, bon voilà. Et ça s'était passé sans encombre, quoi. Voilà, c'était un non-sujet, entre guillemets. Donc peut-être l'année prochaine, ce sera un non-sujet carrément. Il n'y aura même pas de marronnier sur la voiture électrique. À voir. Mais il faut espérer que dans quelques années, on ne se posera pas les questions. Personne ne se pose la question. Oh là là, c'était dur, hein. Comment tu vas faire pour partir en vacances cet été avec ta voiture diesel? Ah, je sais pas. Tu crois que je vais trouver une pompe à gasoil quelque part? Enfin, si, peut-être en 2050, ce sera peut-être le cas. Ouais. Oui, il Tout faut à fait. savoir qu'on restera vigilant sur ce genre d'émissions négatives qui existaient un peu trop souvent. Et effectivement, ça s'améliore plutôt. Je voudrais aussi ajouter le fait qu'on a mesuré dans des sondages que 93% des utilisateurs de véhicules électriques ne reviendraient jamais à un véhicule thermique, et que certains constructeurs, et c'est cet écart moi qui m'a frappé ces temps derniers, certains constructeurs au contraire freinent la mutation, considèrent que 2035 va être remis en cause. Je rappelle que 2035, c'est l'échéance à partir de laquelle on ne vendrait plus de véhicules neufs en thermique. Alors, c'est vrai que nous, notre position, c'est plutôt de rester très déterminés à ce que cette date soit maintenue. Il y a tout un débat au niveau européen maintenant, mais il y a certains constructeurs qui essayent de freiner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été prêts à temps, alors qu'il leur reste encore 10 ans, que d'énormes investissements ont déjà été faits, que le marché des utilisateurs, il mûrit, on le voit bien, et ça serait vraiment dramatique que certains constructeurs disparaissent uniquement parce qu'ils n'ont pas pu anticiper. Voilà, je voulais ajouter ça. C'était ton actu, Pascal? Oui. Alors pour ma part, une actu un peu plus, peut-être un peu plus light, mais qui marque une petite étape, je trouve, hein. C'est Tesla qui transforme sa carte clé en badge de recharge. C'est assez marrant d'avoir un objet qu'on a, enfin pour les possesseurs de Tesla, j'entends, hein, dans la poche depuis quelques années et qui d'un seul coup se transforme en carte de recharge. Alors sur les bornes non Tesla, hein, j'entends. Pour l'instant, je crois que c'est dans un des pays, en Finlande, il me semble, je ne sais plus quel pays, ou en Norvège, pardon. Mais bon, ça devrait arriver, hein, je pense, hein, dans les autres pays très bientôt. L'évolution de la carte noire Tesla, tu veux dire? Tout à fait, tout à fait. Alors, avant de conclure ce premier podcast, je propose qu'on se penche sur l'agenda de la Fauve et de ses associations, parce qu'il y a quelques événements qui sont à venir. À tour de rôle, là, je vous propose qu'on partage nos événements dans nos associations respectives et sur la Fauve. Donc, on va commencer par Pascal. La Fauve, qu'est-ce qui est prévu là dans les prochains jours même? Alors, dans les tout prochains jours, on a un certain nombre d'événements. On a la préparation surtout de 2 ouvrages qui avancent, je dirais, pour qu'à la fin de l'année, on soit vraiment très percutant, je dirais, sur un certain nombre de messages. Il y a l'édition 2025 du livre sur les mythes concernant le véhicule électrique, qui est en cours de mise à jour. Et puis, il y a la préparation des élections. On a quand même une actualité politique très, très dynamique en ce moment. Et vous savez peut-être qu'il y a des élections municipales en mars 2026. Eh bien, on s'y prépare avec un livre blanc qui sera diffusé sur l'ensemble des mairies, ou en tout cas via ceux qui pourront les toucher. Voilà, donc c'est pour simplement évoquer qu'on a des équipes au niveau de Fauve qui travaillent ardemment là-dessus et qui en fait complètent très bien par tout ce type de travail les événements que chaque association peut avoir à faire. Alors je ne vais pas pouvoir citer tous les événements du Tesla Owners Club suite au Tesla Owners Day qui a déjà eu lieu juste avant l'été, qui est un grand rassemblement annuel. Mais il y a beaucoup dans chaque région de week-ends organisés, de sorties. Donc, c'est une longue liste qu'on peut trouver dans le site du Tesla Owners Club. Sinon, je crois que mes 2 collègues ont des événements dans chacune de leurs associations. Pour terminer sur la Fauve, spécifiquement, le 30 septembre, le salon Remove, Pascal, avec la CCI 77. Voilà, c'était pour te faire rebondir. Donc, la CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne. Tout le monde ne sait peut-être pas que le 77, c'est la Seine-et-Marne, qui va nous rassembler à Céris, c'est tout près de Disney, autour d'une journée professionnelle.
Donc là, ça va être l'occasion pour Fauve de montrer que notre expertise peut être aussi mise au service des entreprises qui ont des flottes de véhicules professionnels, pour leur donner un certain nombre de points de repère pour faire évoluer ces flottes professionnelles vers l'électromobilité. Et c'est une occasion importante. Donc, c'est le 30 septembre à la Chambre de commerce à Serris, SE2RIS, si certains peuvent y venir. Tout à fait. Côté France Café, Sébastien, qu'est-ce qui est prévu bientôt? Alors, tout bientôt, on a le 4e rallye des châtaignes qui aura lieu ce week-end. Alors, je ne sais pas quand les gens écouteront ce qu'on a enregistré, ce sera passé peut-être déjà. Le 14 et 15 septembre, on fait une infidélité à l'Ardèche puisqu'on va dans le Vercors. Donc, les châtaignes font de la résistance en allant un petit peu sur ce haut lieu de la résistance et puis aussi accessoirement de la culture de la noix. Voilà, donc on a fait un visuel rigolo avec des châtaignes qui ont une petite coquille de noix sur la tête. Ça n'a pas de rapport direct, mais il y a le salon de l'automobile de Lyon le 24 et 28 septembre, donc on va voir s'il y a quelques membres qui seraient intéressés pour s'y retrouver aussi. Et le 4 octobre, on a le rallye des Pyrénées-Atlantiques qui est organisé par notre antenne Aquitaine, Nicolas Mazia. Voilà, pour ce qui arrive bientôt. Très bien, merci. José, en Bourgogne, il y a des événements à venir? Alors oui, déjà je vais rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, parce qu'on a effectivement énormément de membres Bourgogne VE qui vont descendre, je m'entends descendre, au rallye des châtaignes. Donc ils sont très enthousiastes à l'idée de retrouver tout l'écosystème associatif mobilité électrique. Voilà, et donc il y aura l'occasion effectivement de faire des rencontres, de discuter avec pas mal de monde. Et voilà, et on a aussi un événement, un petit rallye touristique le dimanche 28 septembre. En fait, c'est un format qu'on a un petit peu inventé, c'est-à-dire qu'on se réunit avec une ou deux autres associations et en fait, on leur fait découvrir l'électromobilité. Donc cette fois-ci, ça va être avec l'association SPA de la région creusotine, basée à Marmagne, et avec l'association Objectif Photo Montchanin. Donc en fait, ces balades-là, elles sont ponctuées par on va dire une centaine de kilomètres en véhicule électrique. On va être 7 voitures électriques, dont une nouveauté. On va avoir l'occasion de tester la Mazda 6e, la nouvelle Mazda 6e. Et en fait, l'objectif, c'est de passer un bon moment et en fait de partager autour des pratiques d'écomobilité et de faire découvrir tout ça. Et en fait, toute cette journée va être ponctuée comme un grand pique-nique en milieu de journée qui va être alimenté en V2L. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà testé une fois en pouvant manger, on va dire, chaud, juste au pied de la roche de Solutré, en pleine nature. Et donc, on va essayer de retenter l'expérience à la fin du mois, c'est-à-dire en alimentant tous nos appareils, on va dire, de chauffe, de cuisson, grâce au V2L. Donc ça, encore une fois, c'est une technologie, je crois que Sébastien l'a cité tout à l'heure, c'est vraiment un plus et on a envie de valoriser la mobilité électrique en en montrant finalement tout ce qu'on peut faire avec les véhicules électriques. Très bien, merci José. Alors pour revenir rapidement sur la région parisienne concernant la FUV, donc on sera présent sur un événement à Bondy ce week-end, donc là le samedi 13, notamment en partenariat avec le CGIF, le syndicat d'Île-de-France. On sera également présent au Forum de l'Habitat à Mormant, dans le 77, encore une fois, Seine-et-Marne. Et puis forcément présent sur le salon Remove le 30 septembre pour accompagner la Fauve et la CCI 77. Très bien, écoutez, c'était un épisode assez riche aujourd'hui pour ce premier épisode, puisque je pense qu'on a dépassé un peu le temps qu'on s'était fixé, mais c'est pas très grave. Un grand merci à vous trois pour cet épisode riche en échanges. Alors, je ne sais pas encore quand cet épisode sera diffusé. On va essayer de le diffuser assez vite. J'espère qu'il y en aura d'autres. En attendant, pour suivre l'actualité et les actions de la fédération, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux de la Fauve, Facebook, LinkedIn, Instagram, et à consulter notre site fauve.org et pourquoi pas à rejoindre une des associations de la fédération
que ça soit une association régionale ou une association nationale. On a parlé du France Café, mais je pense également à l'AME, l'Association des motards électriques, puisqu'il y en a. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère, dans un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de continuer à rouler branché et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. Au revoir. À bientôt.